Bonjour tout le monde. Donc dans ce deuxième vidéo, on va parler du deuxième cours de la tomodensitométrie. Pour comprendre du cours, on a premièrement l'introduction, deuxièmement la définition de tomodensitométrie, quels sont les concepts technologiques en tomodensitométrie, quels sont les éléments technologiques d'un scanner actuel, comment se fait la genèse d'une image tomodensitométrique, le principe de base d'une reconstruction tomodensitométrique, que représente l'échelle de Hensfeld, comment exploiter cette échelle de Hensfeld, et irradiation en scanographie volumique métiocoupe et comment gérer cette irradiation. Comme introduction, donc la radiologie conventionnelle, comme c'est déjà vu dans le premier cours, elle génère une image plane du patient, représentant donc la superposition des structures traversées par un faisceau conique de rayon X. Donc on a une superposition qui est traversée par le même rayon X et on va obtenir à la fin donc une image plane du corps humain. La projection des formes et des densités sur le cliché radiologique donc engendre une perte d'informations importante que les constructeurs et les utilisateurs bien sûr ont cherché à limiter dès les premières décennies suivant la découverte des rayons X. Et en radiologie conventionnelle, seuls des os et des structures aérées qui peuvent être étudiées spontanément. Cela explique par leur fort écart de densité. On parle aussi de contraste naturel qui est élevé. Donc a été démontré dans le premier cours. Donc il y a un fort contraste radiologique entre l'air et l'os. Donc l'air il est moins atténuant alors que l'os a une atténuation qui est maximale. Les parties molles par contre, telles que structures digestives, vasculaires et urinaires, présentent quant à elles peu d'écart de contraste naturel. Elles sont donc difficiles à étudier de manière spontanée et pour faire l'étude de ces parties molles, il faut utiliser d'autres artifices tels que donc les produits de contraste. Donc ces produits de contraste sont des positifs comme l'iode et la barite ou négatifs comme l'air et l'azote. Ont été développés au début du XXe siècle. Ces techniques sont plus ou moins pénibles pour le patient, progressivement diminuées au profit bien sûr des examens scanographiques. Comme définition, donc la tomodensitométrie à usage médical bien sûr est constituée donc d'un anneau. Donc il s'agit bien donc d'un anneau donc renfermant un tube à rayon X et des rangées de détecteurs. Donc on n'a pas de cliché, mais on a tube à rayon X comme la radiologie conventionnelle. Et en face, on a donc un ensemble de détecteurs. Donc on a un tube à rayon X et un ensemble de détecteurs en face du tube à rayon X. Et donc le patient, donc c'est une imagerie de transmission. Donc le patient doit se mettre entre la trajectoire du rayon X, entre la trajectoire dessinée par le tube à rayon X et le détecteur. Donc cet anneau tourne autour du patient dans le plan XY, donc il n'est pas fixe, et le patient quant à lui est déplacé dans l'axe Z, donc même le patient est en mouvement axial. Donc les acquisitions peuvent être en mode séquentiel ou axial, on va parler de ça plus tard, ou en mode hélicoïdal ou spiralé, c'est-à-dire la table en mouvement dans l'axe Z. Il existe sur le marché deux principaux types de tomodensitométrie selon le nombre de rangées de détecteurs. Et on parle de tomodensitométrie au TDM monobarrette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est dotée d'une seule rangée de détecteurs. Et dont la largeur du faisceau de rayon X détermine l'épaisseur des coupes reconstruites. Ces appareils de première génération donnent des coupes d'1 mm d'épaisseur au minimum, avec un temps de rotation à l'échelle de la seconde. Et on a le deuxième TDM, ce qu'on appelle TDM multibarrette, est apparu dès 2002 avec un faisceau de rayon X sous forme conique, donc il est large par rapport au premier. Pourquoi? Parce qu'ils sont dotés de 16 rangées de détecteurs et permettant ainsi d'avoir une coupe plus fine de 0,625 mm en moyenne, c'est-à-dire allant de 0,5 jusqu'à 0,75 mm. Cette évolution a permis d'améliorer donc la qualité de l'image, étant donné que les voxels sont devenus presque isotropiques, même dimension dans les trois plans de l'espace. Et comme on voit dans cette image, donc s'il s'agit
d'une simple rangée de détecteurs, on parle de monobarrette. S'il s'agit de plusieurs rangées de détecteurs, on parle d'un scanner multibarrette. Donc, quel est l'intérêt? Donc, on voit bien déjà le faisceau. Donc, il est très étroit pour monobarrette par rapport à multibarrette. Et donc, on peut, avec le multibarrette, améliorer notre épaisseur de coupe. C'est-à-dire, on va avoir donc des épaisseurs de coupe qui sont plus minces et vers des reconstructions plus pardon, et faire des reconstructions plus fines. Maintenant, concernant le concept technologique en tombe de densitométrie, on a premièrement ce qu'on appelle les TDM de première génération. En réalité, comme vous voyez dans l'image à droite, il s'agit d'un simple tube à rayon X. Et en face, on a donc un détecteur qui est unique. Et donc, l'aspect du rayon, de faisceau du rayon X est en forme de pinceau fin. Et afin d'avoir une image, donc ils ont utilisé un système, ce qu'on appelle de translation-rotation. Donc, c'est un système de translation plus rotation. Donc, c'est dans cette notion de balayage, c'est ce qu'on appelle le scanning en anglais, qui est né ce qu'on appelle le mot scanner. Et l'ensemble tube détecteur pivoté de quelques degrés pour créer ce qu'on appelle l'aspect, la deuxième plutôt, projection. Donc on a premier mouvement, il s'agit d'un mouvement de translation. Donc il va permettre de faire un scanning avec presque 160 mesures. Et pour faire la deuxième projection, il est obligé de faire une certaine rotation accompagnée aussi de translation. Donc au début, ce genre de TDM, il était dédié au scanner cérébral. Plutôt, donc on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle un scanner total body ou thoraco-abdominopelvien. Après, on a ce qu'on appelle le TDM de deuxième génération. Donc, on a toujours le même principe, translation, rotation, translation. Mais dans ce genre de TDM, donc, on a augmenté le nombre de détecteurs. Et là, donc, on voit bien qu'il y a une ouverture du rayon X d'un faisceau qui est ouvert de 10 degrés. Et avec cette nouvelle technologie, donc on a réduit le temps d'acquisition entre 10 et 20 secondes et on a amélioré donc nos protocoles d'acquisition à un simple TDM cérébral, ce qu'on appelle donc le scanner corps entier, donc appelé c'est-à-dire au début comme ACTA scanner. TDM de troisième génération, c'est tout simplement donc elle marche par le système juste rotation. Donc, il n'y a pas un système, ce qu'on appelle translation-rotation, donc rotation-rotation. Et en face du tube à rayon X, on a donc plusieurs détecteurs et ces détecteurs peuvent être organisés donc sous forme de plusieurs rangées qu'on appelle donc les barrettes. Et donc ce cas-là, donc on a un faisceau de rayon X en forme d'éventail. Donc ce faisceau X était absorbé par une rangée ou barrette d'environ 300 détecteurs focalisés pour limiter les déformations. Dans ce cas, le profil d'atténuation provenait d'une seule projection. Donc avec une seule projection, on peut avoir donc plus de volume étudié par rapport au scanner antécédent. Maintenant, la nouvelle technologie, ce qu'on appelle la technologie multi-coupe ou multi-slice computed tomography. Actuellement, donc on dispose de plusieurs rangées de détecteurs, les unes derrière les autres. Donc on a au début, c'était une simple rangée, ce qu'on appelle monobarrette, et maintenant aussi multibarrette. Donc, on a plusieurs rangées de détecteurs. Donc, chaque rangée de détecteurs appelée barrette, elle comporte environ 800 détecteurs, et ce qu'on appelle les scanners multibarrettes. Donc, on parvient à regrouper jusqu'à 320 barrettes, permettant donc une couverture de 16 cm sur l'axe de rotation. C'est-à-dire on peut faire en une seule coupe une image d'une longueur de 16 cm du corps humain. Au niveau des temps de rotation, donc les dernières générations de scanners sont capables de réaliser 3 rotations par seconde, alors que certains constructeurs annoncent des cycles de 5 rotations par seconde, ce qui leur confère donc une résolution temporelle particulièrement adaptée à ce qu'on appelle l'exploration cardiaque. Donc comme on l'a vu, donc première génération c'était dédié
C'est une technologie basée sur rotation, translation, rotation, avec un temps d'acquisition qui est plus ou moins long. Donc on n'arrive pas à faire plus qu'un scanner cérébral. On a amélioré notre technique par l'augmentation du nombre de détecteurs, mais toujours avec une technologie de translation et rotation. Et on est arrivé donc à faire un scanner thoraco-abdominal. Et après donc une évolution, donc on a augmenté le nombre de détecteurs par barrette. Donc on a obtenu donc un faisceau de rayon X en forme d'éventail avec un système de rotation simplement. Et on a donc diminué donc de façon très importante et significative le temps d'acquisition. Et suite à cette technologie, donc on a augmenté le nombre de barrettes, ce qui fait donc on a élargi notre faisceau de rayon X. Et donc la longueur de ce qu'on appelle donc la longueur de champ d'exploration, c'est-à-dire elle peut arriver jusqu'à 16 cm. Et comme ça, donc on a obtenu donc un système qui peut faire ce qu'on appelle le scanner cardiaque. Donc au premier temps, donc on était arrivé à faire ce qu'on appelle une acquisition en mode radio. Puis on a passé à une acquisition, c'est-à-dire séquentielle, donc coupe par coupe. Et maintenant, on a donc ce qu'on appelle avec la rotation, système de rotation continue, on a obtenu donc un système d'acquisition en mode spiralier, c'est-à-dire c'est un mode avec jonction, donc des séquences ou plutôt des séquences ou des coupes. Donc il y a un phénomène de jonction des coupes. Donc, comment elle se fait? Donc, on a le système tube rayon X, barrette ou multi-barrette, donc qui tourne toujours en forme de rotation. Et on a la table qui bouge donc dans l'axe des Z. Et comme ça, on va obtenir donc ce qu'on appelle des coupes jointives. Donc, qu'est-ce qui va permettre ces acquisitions spiralières ou hélicoïdales? C'est la rapidité dans les acquisitions des images, et donc le temps d'acquisition va nettement diminuer, ce qui va permettre donc de visualiser donc les temps d'injection donc précoce et tardif. Par exemple, dans la première image à gauche, on a une image scanner sans produit de contraste, et on voit bien, donc on a ici c'est l'aorte, la veine cave inférieure, et là on a ce qu'on appelle la veine porte. Et on voit bien qu'il y a une difficulté de faire la distinction ou de faire le contraste entre les différents vaisseaux avec les parties des tissus mous, donc qui entourent donc le système vasculaire. Donc on est obligé d'injecter un produit de contraste, et si on fait à 30 secondes à post injection de produit de contraste, on voit bien donc le système artériel représenté par l'aorte et représenté par la bifurcation mésentérique. Et 60 secondes après l'injection, on peut faire une deuxième, donc un troisième plutôt acquisition, et on voit bien ici donc l'opacification du système pour ce qu'on appelle donc une acquisition tardive portale. Et là on voit bien l'opacification donc de la veine porte. Donc, le nouveau système, ce qu'on appelle rotation, ils sont basés sur donc deux éléments scanner. On a le premier élément, ce qu'on appelle le statif fixe, donc le statif qui est donc à l'extérieur, et on a à l'intérieur un statif qui est rond et qui est donc mobile. Et donc afin de faire le transfert, donc il n'y a pas un système de câblage entre les deux statifs, mais il y a un système, ce qu'on appelle du Stipe Rings. C'est un système de transfert de données courant entre le statif fixe et le statif mobile, donc ce qui a permis donc de faire des rotations complètes de 360 degrés. Donc on a le générateur de rayon X, puis en numéro 2 c'est ce qu'on appelle donc un filtre en forme de papillon. Le troisième c'est la collimation primaire, et juste après le mode on a une collimation secondaire, et après cette collimation on doit disposer donc d'une lame antidiffusante pour éliminer ce qu'on appelle le rayonnement diffusé. Et on a le 6, c'est les barrettes ou les détecteurs, avec en 7 c'est le système informatique qui va transférer donc le signal donc photonique ou un signal électrique qui doit être analysé pour donner ce qu'on appelle l'image. Donc
Pour les nouveaux scanners, donc ils sont basés sur l'acquisition en mode bi-énergie. Comme on l'a vu dans le premier cours, on a deux types pour explorer en radiologie. On peut utiliser deux types de rayons, ce qu'on appelle les rayons mous et les rayons donc durs. Donc pour les rayons X mous sont représentés par l'énergie de 80 kV et par les rayons durs se sont représentés donc par un voltage de ça peuvent être produits par un voltage de 140 kV. Donc dans ce genre de système, on va utiliser donc les deux éléments, c'est-à-dire exploration par les rayons mous et les rayons durs de façon simultanée, et donc on dispose de 4 systèmes technologiques. Soit on va utiliser deux tubes, un tube A de 140 kV et un tube B de 80 kV qui vont faire émission simultanée sur le corps humain. Soit on va utiliser un seul tube qui va faire les deux émissions en alternance pendant la rotation. Soit on va utiliser donc un tube avec deux rotations. Donc la première rotation, ce sera 140 kV et la deuxième rotation en 80 kV. Soit on va utiliser le même tube avec émission de 140 kV, alors qu'on va mettre en regard de ce tube donc deux systèmes ou deux détecteurs de sensibilité différentes. Donc un sensible aux 180 kV et le deuxième donc sensible à 140 kV. Donc ce système va permettre donc de faire une seule image avec produit de contraste et de faire décortiquer cette image. Donc on voit bien, on a première série à 80 kV et la deuxième série donc avec 140 kV. Si on fait une décomposition, c'est-à-dire à 80 kV, on peut avoir des images avec un contraste entre les parties molles, c'est-à-dire contiennent de l'eau, et tout ce qui est donc os, c'est-à-dire qui contient du calcium. Et avec le série 140 kV, on peut faire donc le contraste entre l'os, tout ce qui est osseux, et tout ce qui est produit de contraste. Et donc on va obtenir une série composite des deux. Donc c'est un mélange des deux images. Si on met l'image composite moins l'image de contraste, on va obtenir une image non injectée qu'on appelle virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réelle, mais suite à une soustraction informatique, c'est-à-dire plusieurs donc calculs de transformation informatique. Soit on va mettre donc l'image série composite moins donc la série calcium, et on va obtenir ce qu'on appelle une image avec soustraction osseuse et conservation, ce qu'on appelle du contraste. Comment se fait la genèse d'une image tomodensitométrique? Le mathématicien autrichien Johann Radon présente en 1917 une méthode mathématique sur laquelle s'appuient donc les fondements théorique de la tomodensitométrie. Donc la théorie de Radon établit la possibilité de reconstituer un objet au moyen de ses projections. Et donc on sait bien que à partir de plusieurs projections, on peut former un objet, et donc sur cet aspect-là que se base donc la théorie donc de l'espace Radon en scanographie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir plusieurs projections d'angles différents et on va empiler ces projections afin d'avoir ce qu'on appelle un sinogramme. Un sinogramme, c'est quoi? C'est le domaine de Radon. Et à partir de sinogramme, on va obtenir des images scanographiques. Donc, si on utilise un système à monobarrette, donc un système en haut, dans ce cas-là, les projections proviennent d'une seule rangée de détecteurs et on obtient donc un sinogramme en 2D. Et pour obtenir un sinogramme en 3D, il faut utiliser donc un système de détecteurs multi-éléments Z capteur plan, c'est-à-dire un système en multi-barrette pour obtenir ce qu'on appelle un sinogramme en 3D. Et donc les informations stockées dans un sinogramme vont servir à la reconstruction
de coupe axiale de ce qu'on appelle primaire. Le scénogramme original est toujours conservé et correspond à ce qu'on appelle les données brutes raw data, c'est-à-dire avec ce scénogramme primaire qu'on va obtenir tout genre d'images après donc reconstruction et correction et utilisation d'autres logiciels donc informatiques. Néanmoins, des scénogrammes modifiés seront générés en fonction des corrections appliquées sur les projections. On peut mettre donc des filtres de correction géométrique et en fonction d'algorithmes de reconstruction tomographique exploités sur ce qu'on appelle les systèmes de rétroprojection itération. Donc au total, donc on passe, donc on a un volume qui va être donc scanné avec l'obtention de plusieurs projections. Donc différents, ce qu'on appelle l'acquisition des projections. On passe à une phase B, c'est ce qu'on appelle la construction du domaine de radon ou l'obtention d'un scénogramme. Et donc en troisième phase, c'est la correction et la reconstruction informatique. Et à la fin, on va obtenir donc une coupe TDM exploitable par l'être humain. Donc, que représente l'échelle de Hensfeld? Donc on a vu donc en imagerie standard qu'il y a ce qu'on appelle l'hyperdensité, l'hypodensité, avec ce qu'on appelle la brillance de l'image et l'image radiante. En scanographie, on a un autre élément pour visualiser les images, c'est ce qu'on appelle l'unité de Hensfeld. Donc, c'est comme en radiologie standard, elle est basée sur le système d'atténuation des rayons X. La tomographie, c'est un système développé en 3D de l'imagerie standard. Et dans ce cas-là, donc on est toujours, l'image, elle se base sur le système d'atténuation. Et donc, on utilise toujours le coefficient d'atténuation linéaire. Donc, c'est quoi l'unité de Hensfeld? Elle est égale au coefficient d'atténuation linéaire du tissu étudié moins le coefficient d'atténuation linéaire de l'eau divisé par le coefficient d'atténuation linéaire de l'eau fois 1000. Donc, on doit chercher donc considérer donc une valeur de référence, et dans ce cas-là, on va considérer que l'eau c'est la valeur de référence et on va donner à l'eau unité de Hensfeld est égale à 0. Et la limite inférieure de l'échelle de Hensfeld, elle correspond toujours à l'air, possédant donc une valeur fixe qui est moins 1000 unités d'Hensfeld, ou plutôt moins 1024 unités d'Hensfeld pour des raisons informatiques. Donc au total, l'échelle de Hensfeld est une droite, et chaque droite est dessinée à partir de 2 points. Et donc c'est une droite qui est calibrée avec 2 points de référence qui sont l'air avec valeur de moins 1024 unités d'Hensfeld et l'eau avec une valeur de 0 unité d'Hensfeld. Et donc au total, on va obtenir donc il s'agit d'une échelle donc d'unité d'Hensfeld donc qui va donc prendre en considération comme niveau de référence l'eau avec 0 unité d'Hensfeld et un minimum donc qui est de l'air à moins 1000. Et on voit bien que les poumons ils ont donc des valeurs très basses en unité d'Hensfeld. L'os-compact, donc il a des valeurs plus élevées en unité d'Hensfeld, surtout donc très différent par rapport à l'os spongieux. Et ce qui est remarquable, c'est que les tissus mous, ils ont des unités de Hensfeld qui sont très rapprochées. Donc elles sont entre 10 et 80 unités d'Hensfeld. Donc comment exploiter cette échelle de Hensfeld? Donc, considérons dans ce qui suit que l'image scanographique est déjà obtenue. Donc, on a obtenu, donc on est dans la phase 4, c'est-à-dire l'obtention de l'image scanographique. On va interpréter. Donc, il s'agit d'une image de noir et blanc. Donc, l'échelle d'Hensfeld, elle peut en théorie être composée de plusieurs milliers de niveaux de degrés différents. Donc, chaque niveau de degré sur l'image est égal degré par un niveau de degré par unité d'Hensfeld. Donc, chaque niveau de degré est égal unité d'Hensfeld. Or, que l'œil humain ne peut distinguer qu'environ une vingtaine au maximum. Donc, l'œil humain ne peut distinguer qu'une vingtaine de niveaux degrés. Et donc, si on revient à l'image première, si on va utiliser 20 niveaux degrés, on ne peut pas donc faire la différenciation entre le tissu mou et l'os spongieux, par exemple, ni entre le tissu mou et quelques éléments tels que la graisse.
Et donc ce cas-là, donc il faut utiliser d'autres artifices afin d'utiliser cette unité d'insulte d'une façon plus raisonnable, plus exploitable. Et donc on a cette unité, on a un niveau degré obtenu par l'image, on a cette unité qui va interpréter ce niveau degré et on a l'œil humain qui va interpréter ce niveau degré mais qui a des défaillances, c'est-à-dire elle est limitée par un nombre limite de différenciation des niveaux degrés. Si on répartit une échelle degré sur l'ensemble de l'échelle de Hensfeld, les tissus mous seront donc mal discernés par l'œil par manque de contraste. Donc il paraît donc nécessaire de n'attribuer l'échelle degré qu'à une portion spécifique de l'échelle de Hensfeld afin de pouvoir étudier avec contraste significatif les tissus souhaités, ce qu'on appelle zoom en contraste. Cette opération nommée fenêtrage ou windowing permettra de compenser les limites physiologiques de l'œil humain. Et donc, on va utiliser des fenêtres. On va segmenter notre exploration. C'est-à-dire, on ne va pas explorer tous les tissus donc d'un seul coup avec différents niveaux d'unité d'Hensfeld. C'est impossible. Donc, on va segmenter notre analyse. Et donc, on est obligé de mettre des fenêtres. Cette segmentation est appelée fenêtrage. C'est-à-dire, on va utiliser des fenêtres d'étude. Et chaque fenêtre, elle est caractérisée par 2 points. 1, le niveau, et le 2, c'est la largeur. Le niveau est défini comme le centre de la fenêtre. Et son choix doit correspondre à une valeur de Hensfeld qui est la moyenne des tissus étudiés. C'est-à-dire, on a cette unité de Hensfeld, donc on a cette fenêtre. Cette fenêtre, elle a un niveau. Ce niveau, comme vous voyez, il s'agit de valeur moyenne des unités de Hensfeld étudiées. Attention, cette opération ne modifie en rien les valeurs des pixels de l'image et il ne s'agit que d'une altération de l'affichage. Deuxième point, c'est la largeur. Elle représente le pouvoir de discrimination visuelle des valeurs Hensfeld et donc on voit bien. Donc, chaque fenêtre, elle est composée donc d'un niveau au niveau qui représente la moyenne des unités de Hensfeld contenues dans cette largeur. On voit bien donc en bas, c'est le plus gris, le plus foncé, et en haut, c'est le blanc. Et on a donc une échelle de gris. Donc, cette largeur, elle peut être étendue. C'est quand on va étudier un maximum de structures de densité différentes et espacées sur l'échelle de Hensfeld. C'est-à-dire si on va étudier donc des structures qui ont des densités qui sont très différentes, très espacées. Là, on a l'autorisation d'utiliser donc une fenêtre qui est large. Par contre, si on va étudier donc des tissus qui ont donc des densités voisines, on est obligé d'utiliser donc une fenêtre étroite. Donc pour obtenir une discrimination dans l'étude de structures de densité voisine. Et donc, en réalité, on a 3 principaux fenêtres. On a ce qu'on appelle premièrement les fenêtres osseuses. Si on veut étudier donc les structures osseuses, on va utiliser une fenêtre osseuse. Donc elle a une largeur qui est très étendue, parce que l'os compact et l'os spongieux tissu mou, donc ils ont des densités qui sont très différentes et très espacées, et donc on va utiliser donc une fenêtre qui est large, ce qui englobe l'ensemble des tissus osseux bien sûr, mais également des parties molles, et elle a un niveau qui est très élevé, donc la moyenne, elle est supérieure bien sûr à 200 unités d'Hensfeld. Le deuxième fenêtre, c'est la fenêtre pulmonaire. Elle possède une largeur étendue, qui comprend l'ensemble du parenchyme pulmonaire, mais également toujours les parties molles. Et par conséquent, un niveau qui est bas. Donc on voit bien que le niveau il est bas. Donc entre moins 400 et moins 700 unités d'Hensfeld et qui se situe dans la portion négative de l'échelle de Hensfeld. Donc si on compare bien sûr, on voit bien pour que la fenêtre osseuse elle ne contient pas donc les unités non négatives, c'est-à-dire la partie pulmonaire,
le parenchyme pulmonaire et l'air. Et si on voit bien, si on utilise la fenêtre pulmonaire, on ne va pas prendre en considération ce qu'on appelle les structures osseuses, c'est-à-dire l'os spongieux et l'os compact. On va prendre que les parties de ce qu'on appelle les tissus mous. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les fenêtres molles, sont spécifiques des tissus mous, et on voit bien dans ce cas-là que les tissus mous, donc, ils ont des valeurs qui sont très voisines en termes de densité, et dans ce cas-là, on va utiliser donc une fenêtre qui est étroite, et donc avec un niveau qui est généralement proche du zéro, c'est entre 10 et 80 unités d'insulte. Et dans ce cas-là, donc, il faut que j'attire l'attention sur le fait, donc, quand on demande un scanner, on doit bien préciser l'intérêt de faire ce scanner. Par exemple, si on peut voir, c'est notre objectif de voir l'os rocher, on ne va pas demander un scanner, donc, TDM de la tête. Parce que si on fait une TDM de la tête, par exemple, si on veut pas voir le système sustentorial, on va utiliser donc une fenêtre avec un niveau de 30 unités d'insulte et une largeur de 60. Par contre, pour un rocher, étude du rocher, on va utiliser une fenêtre avec un niveau de 700, une largeur de 4000 unités d'insulte. Donc, il y a toute une différence entre les deux protocoles d'acquisition. On doit toujours préciser dans notre demande de scanner quel est l'objectif et quel est l'organe exploré afin de choisir le protocole donc adéquat à cette exploration. Par notre exemple, si on veut étudier les poumons, donc on va utiliser fenêtre donc pulmonaire, et dans ce cas-là, donc on va mettre une fenêtre avec un niveau de moins 600 et une largeur de 1600. Alors si on veut explorer non pas les poumons mais le médiastin, et dans ce cas-là, on va utiliser, puisque le médiastin il contient plus de tissus hydriques, c'est-à-dire des tissus mous et avec présence d'eau, et dans ce cas-là, on va utiliser donc une fenêtre avec un niveau 50, une largeur qui est étroite de 350. Et dans ce cas-là, on voit bien, il y a donc l'intérêt de préciser dans notre TDM thoracique quel est l'objectif. Est-ce que c'est l'analyse du parenchyme pulmonaire à la recherche d'une atteinte pulmonaire ou l'analyse du médiastin à la recherche d'une atteinte médiastinale. Maintenant, l'examen scanographique, il est connu, surtout avec la scanographie volumique multicoupe, par les radiations importantes. Donc, la part du scanner dans les radiations médicales est en augmentation constante, atteignant 60% de la dose collective d'origine diagnostique, alors que les actes scanographiques ne représentent que 15% de l'activité. Donc, les 15% d'activité du scanner en imagerie médicale, elle engendre 60%, elle est responsable de 60% de la dose collective d'origine diagnostique. Donc, les scanners multicoupes exposent à une augmentation de l'irradiation puisqu'ils permettent d'explorer des volumes plus grands dans des temps plus courts à l'aide de coupes plus fines. Il est nécessaire de connaître les outils de calcul de l'irradiation ainsi que les moyens de la réduire afin de réaliser donc un compromis optimal entre dose délivrée et bénéfices attendus de l'examen. Quelles sont les bases de la radioprotection en imagerie médicale? Donc la radioprotection en imagerie médicale, elle est basée sur 3 piliers. Premièrement, la justification. Un scanner ou un examen donc à base de rayons X doit être justifié, c'est-à-dire un examen, tout examen de tomodensitométrie ou de radiologique ou n'importe quel type de radiologie, donc utilisant le rayon X, doit être justifié. Si cet examen est justifié, selon donc la clinique et selon l'examen clinique et les différents examens d'orientation biologique, et si le radiologue accepte donc de faire ce genre d'examen, dans ce cas-là, on doit optimiser la dose.
ce qu'on appelle le respect du consensus alara as low as reasonably achievable, c'est-à-dire autrement dit aussi faible qu'il est raisonnablement réalisable. Donc on va utiliser la moindre dose pour le maximum de bénéfices. Et dans ce cas-là, on est obligé de mettre ce qu'on appelle les limites de dose. Quels sont les outils de mesure de l'irradiation? On a premièrement la dose absorbée en tomodensitométrie. Donc, elle est quantifiée par ce qu'on appelle le CTDI, l'index de dose scanographique. Donc, c'est quoi comme définition? C'est l'intégrale de la dose absorbée résultant d'une coupe d'épaisseur donnée T. Donc, selon la Commission européenne, cette épaisseur T, donc elle est donnée par 10 cm au 100 mm. Le deuxième élément dosimétrique, ce qu'on appelle produit dose longueur. C'est quoi le produit dose longueur? Donc, la CTDI ou l'IDSV, c'est la même chose. Donc, l'unité c'est en milligrammes. Donc, elle représente la dose par 10 cm déposée sur dans le corps humain. Par contre, on a dit qu'on va explorer donc un volume important en scanner et donc on est obligé donc de mesurer donc la longueur donc du corps exploré, la longueur donc de la partie explorée. Et dans ce cas-là, on doit utiliser un nouveau paramètre dosimétrique qui va donc exploiter de façon générale cette irradiation du corps humain. Donc on va doser. On va mettre donc le CTDI volume fois la longueur explorée, ce qui va donner ce qu'on appelle le produit dose longueur. Mais afin d'évaluer l'effet de cette irradiation, donc les deux premiers paramètres vont identifier donc la dose absorbée par le corps humain, mais quel est l'effet de cette dose absorbée? On va utiliser ce qu'on appelle la dose efficace. C'est une unité de radioprotection. Elle est exprimée en millisieverts l'unité. Elle peut être calculée à partir du CTDI, donc pondéré à un facteur de radiosensibilité, c'est-à-dire CTDI fois un facteur de radiosensibilité. Et on a ce tableau donc établi par la Commission internationale de radioprotection. Et on voit bien que le facteur de pondération le plus élevé, donc c'est-à-dire l'organe qui est plus sensible à l'irradiation, sont les gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules. Puis on a le moelle osseuse, le côlon, le poumon et l'estomac avec un facteur de pondération de 0,12. Et on a donc une autre série, une troisième catégorie, ce qu'on appelle WC, sein, foie, oesophage et thyroïde avec 0,05 comme facteur de pondération. Et enfin, on a les organes les moins sensibles donc à l'irradiation, qui sont donc la peau et la surface des os avec un facteur de pondération de 0,01. Comme on peut donc calculer la dose efficace à partir du produit dose longueur, soit un facteur de conversion qui est variable en fonction de la région explorée. Et on voit bien que pour la tête, donc ce facteur de conversion est très faible, même au niveau du cou. Par contre, donc il est élevé au niveau du thorax vu la présence donc des masses mammaires et des proches donc de la thyroïde. Et on a donc le bassin puisqu'il y a la présence des gonades et on a donc l'abdomen. Et si on voit bien donc une courbe qui représente les valeurs de CTDI, c'est-à-dire la dose qu'on peut délivrer ou absorber par l'organe exploré, et la dose efficace en parallèle, c'est-à-dire les effets néfastes qu'on peut engendrer par cette dose. On voit bien, par exemple, dans le scanner de la tête ou la TDM cérébrale. Dans ce cas-là, on a un mauvais contraste donc physiologique et donc entre la matière grise et la matière blanche, on est obligé donc d'augmenter les radiations. Donc on va donner des doses très élevées en milligrammes jusqu'à 60 mg. Par contre, si on voit bien l'effet de cette dose, il est très faible. Pourquoi? Parce que les cellules neuronales elles sont moins sensibles à l'irradiation. Par contre, si on va voir l'abdomen avec il y a un mauvais contraste physiologique parce qu'il s'agit tous des parties molles, donc des parties des organes hydriques, et dans ce cas-là on est obligé d'augmenter les radiations normalement, mais on a un compromis, c'est qu'il y a beaucoup d'organes au niveau de l'abdomen qui sont sensibles à cette irradiation.
Et dans ce cas-là, on est obligé de diminuer les radiations, donc afin de préserver donc la radiosensibilité des tissus donc situés dans l'abdomen. Et dans ce cas-là, on voit bien donc avec une vingtaine de milligrammes, on est presque à la même effet concernant la dose efficace en millisievert. Par contre, on voit bien que le rachis thorax, on peut augmenter les radiations puisqu'il y a un bon contraste radiologique et moins d'effet sur les organes. Et même pour le rachis lombaire, donc on voit bien donc les radiations elle est importante avec des effets qui sont beaucoup moins. Merci pour votre attention.